Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. D'abord, un grand merci d'être restés avec nous si tard la nuit dernière. Les partis politiques analysent les résultats du premier tour, où 59 candidats ont été élus, et définissent bien entendu la tactique à employer pour le second tour, où il reste 431 sièges à pourvoir. Première décision annoncée, celle de la gauche unie. À l'issue d'une réunion commune, les dirigeants communistes, socialistes et radicaux de gauche déclarent notamment que le candidat de gauche arrivé en tête des candidats de gauche au premier tour sera le candidat unique de la gauche dimanche prochain. Nous reviendrons dans un instant aux élections. Voici les autres informations de la journée. Crise monétaire. Eh bien, les marchés d'échange seront fermés toute la semaine, une semaine qui, sur ce plan-là, sera très chargée, avec plusieurs rencontres des ministres des Finances. France, au-dessus de Nantes, à peu près. Catastrophe aérienne. 2 avions espagnols se sont heurtés en plein vol. L'un d'eux a pu atterrir à Cognac, mais l'autre s'est écrasé au sol, hélas, et 63 personnes ont trouvé la mort. Élection chilienne, le résultat est confus. L'opposition augmente son score au Parlement, mais pas suffisamment pour déclencher la procédure qui permettrait le départ du président de gauche, M. Allende. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail. Mais maintenant, les élections françaises, les élections de chez nous. Joseph Poli, je voudrais vous demander quelle est l'atmosphère dans les états-majors des grands partis politiques après ce premier tour à l'issue duquel, comme l'on dit, tout reste possible. Eh bien, après la longue nuit des élections, longue pour les candidats, pour les hommes politiques, pour les journalistes et même pour vous, téléspectateurs, si vous êtes restés avec nous jusqu'à 3 heures du matin sur le Studio 4, cette journée aura été celle de la réflexion et de la concertation. Après les déclarations publiques des chefs de parti, déclarations mesurées, c'est souvent le cas après le premier tour, l'on met sur pied la tactique pour le deuxième tour dans l'atmosphère feutrée des antichambres ministérielles ou des sièges de parti. Crayons en main, les états-majors examinent circonscription par circonscription et font leur compte. Cette nuit, la majorité a été prudente dans ses commentaires. M. Alain Peyrefitte, le secrétaire général de l'UDR, a donné le ton en ne cachant pas que le résultat se jouerait dans un mouchoir, comme l'on dit. Les socialistes ont insisté sur le fait que l'équilibre interne des forces de gauche était réalisé, puisqu'ils arrivaient, grosso modo, sur la même ligne que les communistes. Ces derniers ont rappelé que pour eux, la loi électorale était foncièrement injuste. Quant aux réformateurs, si M. Jean-Jacques Servan-Schreiber affirmait à chaud qu'il n'y aurait aucun désistement du côté de ses amis, eh bien, M. Le Canuet déclarait plus prudemment que tout était désormais entre les mains du président de la République. Alors je vous propose de revenir aux résultats globaux. Oui, je crois que c'est intéressant de les rappeler. Eh bien, inscrits 29 865 345. Abstention 18,75%, votant 81,24%, blanc ou nul 1,81%, suffrage exprimé 79,42%. Voyons maintenant les résultats des différents partis ou groupements. Parti communiste, 5 063 981, 21,34%. PSU extrême gauche, 781 976, 3,29%. Parti socialiste, et il faut rajouter radicaux de gauche, 4 889 965, 20,65. Divers gauche, 299 938, 1,26. Réformateur, 2 967 481, 12,50%, URP, c'est-à-dire l'UDR, les Giscardiens et le CDP, 8 242 661, 37,74%, divers majorité, 779 259, 3,28%, divers droite, 679 684, soit 2,86%. Merci, je vais rappeler très rapidement les élus du premier tour. Il y a 8 communistes, 1 socialiste, 27 URP, 13 républicains indépendants, 6 Centre Démocratie et Progrès et 4 groupés sous l'étiquette divers majorité. Et nous allons voir maintenant avec Dominique Lory. Pardon, Léon, je voudrais ajouter que parmi ces 59 élus du premier tour, il y a 3 nouveaux. Le docteur Blanc, indépendant de la 2e circonscription de la Lozère, M. Méhenry, CDP, à Vitré, dans l'Ille-et-Vilaine, et un confrère, M. Rallit, communiste,
dans la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Et puis, puisque nous parlons chiffres, rappelons qu'il y a 13 ministres qui ont été élus au premier tour, dont le premier, M. Pierre Messmer, il y en a donc 17 en ballottage. Fait curieux, tous les secrétaires généraux des grands partis politiques sont en ballottage. Mais l'on ne s'étonnera pas que je fasse un pronostic et que je pronostique un ballottage facile pour messieurs Mitterrand, Giscard d'Estaing et Perfit, ainsi que pour le président de l'Assemblée nationale, M. Peretti, à nuit. Merci Joseph Pauly. Alors c'est maintenant que je vais vous demander, Dominique Lory, de nous dire ce que dit la presse française ce matin et cet après-midi. Pour la presse, c'était, vous vous en doutez, la nuit la plus longue. Est-ce que je pourrais avoir le film, s'il vous plaît? Et la plupart des éditorialistes font remarquer, sous des formules différentes, que rien n'est joué, le suspense demeure jusqu'à dimanche prochain. Quelques titres de la presse du matin. Tout est encore possible, souligne sur 5 colonnes Le Figaro. Fléchissement de la majorité, poussée de la gauche, pas de percée des réformateurs, mais des positions d'arbitre. L'Humanité titre plus de 5 millions de voix au Parti communiste, l'UDR et ses alliés en net recul, la gauche bien placée au second tour. En revanche, la Nation estime que la majorité tient bon devant une poussée socialo-communiste. Pour combat, le premier tour n'a pas dissipé les incertitudes, le second tour des élections s'annonce très serré. Tandis que l'Aurore affirme recul important de la majorité. Voyons maintenant la presse du soir. Non, nous sommes encore avec l'Aurore. Voyons maintenant la presse du soir avec France Soir. Vous voyez la manchette selon la formule journalistique. 135 sièges dans un mouchoir au deuxième tour. Et ce titre qui résume à peu près les réflexions de tous les observateurs et de tous les journalistes. Tout peut arriver, c'est-à-dire tout peut arriver au second tour. La Croix titre « Compétition très ouverte pour le second tour » et notre confrère Noël Copin titre son éditorial « Une majorité de toute manière très différente ». Et il ajoute « La seule véritable surprise de ce scrutin est le fait que les socialistes n'aient pas doublé les communistes comme les sondages l'indiquaient, et ces sondages, ajoute-t-il, ont sans doute rendu un mauvais service au Parti socialiste. » Enfin, Le Monde titre « Les réformateurs seront souvent les arbitres entre la gauche qui progresse et la majorité qui résiste. L'avance du Parti socialiste est sensible dans tout le pays. L'UDR et ses alliés, malgré leur recul, gardent de fortes positions. » Je voudrais terminer, si vous le permettez, par l'article de notre confrère Viançon-Pontet. « Nous voilà, déclare-t-il, donc ramenés 6 ans en arrière. Demain, l'Assemblée nationale risque fort de ressembler à celle qui est sortie des élections de mars 1967, 2 armées de forces presque égales, et entre elles, un petit bataillon. Ce petit bataillon, vous le savez, c'est le bataillon des réformateurs. » Vous vouliez faire une rectification? Oui, j'ai commis tout à l'heure une erreur que vous avez certainement rectifiée de vous-même. M. Giscard d'Estaing n'est pas en ballottage. Il a été élu hier au premier tour dans le Puy-de-Dôme. Mais je voulais, Léon Zitrone, tirer quelques conclusions, si vous le permettez, de ce premier tour. D'abord, la participation. Eh bien, la participation, elle est très importante. C'est l'une des plus massives depuis la Libération. Les Français se sont passionnés pour ces élections. La preuve est irréfutable. Deuxièmement, la gauche, et en particulier les signataires du programme commun, c'est-à-dire les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche, sont en tête. Les sondages l'avaient prédit, ce n'est pas une surprise. Mais les socialistes, qui sont seconds au sein de l'Union de la gauche, arrivent presque à la hauteur du Parti communiste. 19,18 pour les socialistes, 21,34 pour les communistes. C'est un fait politique important dont on n'a pas fini de parler. Meilleur score pour les communistes, la Seine-Saint-Denis, 41,5. Pour les socialistes, l'Ariège, 42,5. Troisièmement, la majorité recule, comme prévu. Là encore, les sondages ne s'étaient pas trompés. 8% de perte par rapport à 1968, 2% par rapport à 1967. Mais les positions de la majorité restent fortes. 48,8% par exemple, dans le Bas-Rhin, c'est son meilleur score. Les réformateurs, avec moins de 13%,
ne réalisent pas le score qu'ils espéraient, mais il est évident qu'ils arbitreront dans de très nombreux cas des duels majorité-gauche. Enfin, il faut remarquer qu'il y a beaucoup de divers, qu'ils soient de gauche, de droite ou même de la majorité. Leur score n'est pas négligeable et ces divers contribueront eux aussi à entretenir cette atmosphère d'incertitude pour le second tour. Alors, Alain Fernbach, je voudrais que vous nous disiez comment s'est déroulée cette journée de lundi pour les leaders des partis politiques. Comment se sont-ils réunis? Qui ont-ils vu? Qui n'ont-ils pas vu? Et si vous le pouvez, qu'ont-ils décidé? Eh bien, j'aimerais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais c'est un peu difficile. Tout à l'heure, on vous disait que c'était une journée de réflexion, une journée de concertation. Ajoutons une journée de travail et de calcul, car chaque formation politique s'est réunie pour additionner ou pour soustraire les voix des autres formations afin de voir ses propres chances au second tour. La première formation à se réunir, c'est la gauche unie, c'est-à-dire les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche. Leur réunion est maintenant terminée et leur décision est claire et très importante. Le candidat de gauche, arrivé en tête des candidats de gauche au premier tour, sera le candidat unique de la gauche pour le second tour. Mais nous allons écouter M. Leroy, le porte-parole de ces trois formations, annoncer cette importante décision. Constate que le résultat du premier tour des élections législatives témoigne de la profondeur du mécontentement et de la volonté de changement du peuple de France. Ils se réjouissent du recul important des candidats de la majorité sortante qui, avec 36% des suffrages, est devenu minoritaire. Engagé par le programme commun de gouvernement, qui a recueilli l'adhésion de millions d'électrices et d'électeurs, il décide de ne présenter qu'un seul candidat pour chaque siège en ballottage, celui des candidats favorables au programme commun, qui est arrivé en tête au premier tour, devient au second tour le candidat unique de tous les démocrates. Les trois partis appellent tous ceux qui n'ont pas rejoint la gauche au premier tour, mais qui, opposés à la politique actuelle, veulent le progrès social et la démocratie, à rassembler leurs suffrages sur les candidats uniques de la gauche. Voilà la déclaration commune, mais messieurs Mitterrand et Fabre, que vous avez aperçus sur l'image, n'ont pas voulu de leur côté faire de déclaration. Mais on peut considérer ce retrait mathématique comme un point gagné par les communistes, donc comme un point perdu par les socialistes et les radicaux de gauche. En effet, messieurs Mitterrand et Fabre ont toujours considéré, jusqu'à présent en tout cas, que le candidat le mieux placé au premier tour, arrivé en tête au premier tour plutôt, n'était pas forcément le mieux placé pour l'emporter ou pour faire échec au sortant. Voilà pour l'union de la gauche. Pour la majorité, la journée a commencé par un déjeuner à l'Élysée. M. Pompidou avait invité M. Messmer pour l'UDR, Giscard d'Estaing pour la Républicains indépendants et M. Fondanet pour le CDP. Assistait également à ce repas M. Marcellin, qui, comme ministre de l'Intérieur, possède tous les chiffres, tous les détails des chiffres de ces élections. Puis, à 15 h, mais à Matignon cette fois, M. Messmer invitait les secrétaires généraux de la majorité, c'est-à-dire M. Perfit, Poniatowski et Poutevin. Dans la cour de l'hôtel Matignon, les journalistes étaient très nombreux. Ils étaient aussi nombreux aux portes dites dérobées, afin de voir si d'autres personnalités appartenant à d'autres formations que la majorité assistaient ou pas à cette réunion. Mais nous avons une déclaration de M. Perfit, secrétaire général de l'UDR, qui vient de nous arriver. Alors nous écoutons maintenant M. Perfit. La séance continue, je m'absente un moment, je vais y revenir tout à l'heure, et je pense que ce travail sera achevé dans le courant de la nuit et sera connu dans la journée de demain. À propos des résultats, monsieur... Eh bien, nous verrons demain, oui. À propos des résultats... Conversation également avec la formation des réformateurs. Ah, ce n'est pas prévu pour le moment. Nous sommes en réunion entre les trois formations qui se regroupent au sein de la majorité. À propos des résultats, monsieur Perfit, on a pu constater que les meilleurs résultats obtenus par l'URP avaient été obtenus dans les circonscriptions où vous aviez présenté plusieurs candidats de la majorité, soit 2, soit 3. Alors est-ce que vous n'avez pas commis une erreur en ne présentant que dans la plupart des circonscriptions un seul candidat? Il est de fait que dans les circonscriptions
où nous nous sommes livrés à des primaires, comme on dit, c'est-à-dire où nous avons présenté un candidat pour chacune des 3 formations de la majorité, ou en tout cas pour 2 d'entre elles. Le total des voix obtenues ainsi semble supérieur aux voix qui auraient été obtenues par un seul candidat. C'est un fait, mais c'est un résultat qui affecte le premier tour. Ça ne veut pas dire qu'il affecterait nécessairement le second tour. Or, c'est une élection où ce qui compte, c'est le second tour. Monsieur le ministre, dans certaines circonscriptions, vous aurez besoin des voix des réformateurs. Alors, est-ce que vraiment il n'y aura pas de discussion avant? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous examinons pour le moment, cas par cas, circonscription par circonscription, les résultats de ce premier tour et que nous prévoyons que demain seront publiées les décisions prises en commun par les 3 formations de la majorité. Je ne peux pas dire autre chose. Est-ce que vous étudiez plus particulièrement les circonscriptions où les réformateurs sont en mesure de jouer un rôle d'arbitrage? Nous étudions de très près toutes les circonscriptions, sans en oublier aucune. Et Il n'y a qu'un type de circonscription que nous oublions très vite, ce sont celles où il y a eu un élu au premier tour. Celles-là ne nous intéressent pas. vous nous confirmez que vous n'avez eu pour le moment aucun contact avec le mouvement réformateur? Absolument. Absolument. Voilà, M. Perfit n'était sorti que pour faire cette déclaration aux journalistes, mais la réunion de la majorité se poursuit. Alors j'appelle Patrice Duhamel en direct, qui se trouve toujours à l'hôtel Matignon. Peut-être il y a du nouveau depuis cette déclaration de M. Perfit. Patrice Duhamel. Oui bien, Alain Fernbach, non, la réunion ne se poursuit pas, elle est terminée, et ce depuis une demi-heure. Peut-être d'autres contacts auront lieu ce soir entre les états-majors des 3 partis de la majorité, mais en tout cas ce ne sera pas ici, à l'hôtel Matignon. Je vous répète, ici à l'hôtel Matignon, la réunion est terminée. Il n'y a pas eu d'autres déclarations à la sortie? Il n'y a pas eu d'autres déclarations à la sortie, simplement M. Chinaud pour les Républicains indépendants et M. Poniatowski pour les Républicains indépendants nous ont laissé entendre que le travail était à peu près terminé, que les 433 circonscriptions encore au ballotage avaient été étudiées, avaient été passées au peigne fin et que les résultats de cette réunion seraient communiqués demain dans la journée, peut-être en fin de matinée, bien sûr, comme le veut la coutume, non pas au niveau national, au niveau des états-majors, mais au niveau des circonscriptions en question. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Bien, donc il faudra attendre demain pour connaître les positions des formations de la majorité. Enfin, les réformateurs. Eh bien là, c'est le secret et le suspense. Le secret, car ils se sont réunis aujourd'hui en un lieu qu'ils n'ont pas voulu dévoiler, sans doute de peur d'être gênés par les journalistes. Secret aussi parce que les secrétariats de M. Le Canuet, comme de M. Jean-Jacques Savant-Schreiber, ont donné quelquefois des informations contradictoires sur l'emploi du temps des leaders du parti réformateur. Enfin, suspense, car on ne sait toujours pas si d'ici à ce soir, nous aurons des déclarations du mouvement réformateur pour faire le point après ce premier tour. Mais l'on y trop, vous me faites un signe. Je crois que si. Nous avons sans doute Gilbert Denoyant qui est avec M. 60 Le secondes Canuet. après la fin de Matignon, il y a une question technique encore dans 15 secondes. En grande partie de l'attitude des réformateurs au 2e tour. Alors, Ah, vous voyez. Eh bien, je pense nous n'avons pas que pris ces c'était 15 un secondes. enregistrement, nous n'avons pas pris assez de temps. Je voyez. pense que maintenant, on va pouvoir remettre l'enregistrement à zéro et entendre cette déclaration qui s'annonce très intéressante de M. Le Canuet, puisque jusqu'à présent... la physionomie de la future Chambre, celle qui sortira le 11 mars, chacun le pense, dépendra en grande partie de l'attitude des réformateurs au 2e tour. Alors la question est simple, c'est désistement ou maintien? Nous ne pratiquons pas le désistement. C'est une méthode, je n'accuse personne, mais qui ne me paraît pas convenable. C'est un accommodement, un arrangement avec qui? Les adversaires de la veille. Alors nous ne ferons pas de désistement. Nous nous maintiendrons. D'abord dans tous les cas où nous pouvons gagner. Je crois que chacun le comprendra aisément. De façon à avoir un groupe réformateur aussi substantiel que possible à l'Assemblée nationale. Nous avons tout de même recueilli dans le pays 3 millions de voix. C'est un courant important. Nous nous maintiendrons même dans les cas où la chance de gagner paraît faible, mais pour maintenir la présence de nos idées au combat et pour préparer l'avenir. Reste une exception, et elle est importante. J'estime, pour ma part, c'est le conseil que je donnerai à nos candidats, qu'ils doivent se retirer lorsque leur maintien risquerait de provoquer l'élection d'un communiste ou de leurs alliés. Nous ne voulons pas
que la gauche unie aux communistes obtienne la majorité dans l'Assemblée prochaine. Alors justement, Monsieur Le Canuet, le président de la République, lors de sa dernière intervention à la télévision, avait dit ces élections seront tous les autres contre la gauche unie. Alors est-ce qu'en ce moment, il y a entre vous et l'Élysée des contacts? Il n'y a aucun contact. Je m'empresse de dire que, comme tout Français d'ailleurs, a fortiori comme tout responsable politique, si le président de la République estimait devoir m'interroger sur mes intentions ou sur nos conceptions, bien entendu, je me rendrai à son appel, mais actuellement, le président de la République, j'imagine, développe ses réflexions sur les données politiques. En quelque sorte, vous souscrivez-vous aussi à cette formule, tous les autres contre la gauche unie? Pas exactement, n'est-ce pas? Si par tous les autres, vous voulez mettre dans le même ensemble l'UDR et nous-mêmes. Cette différence reste complète. Et nous allons livrer le combat au second tour, dans de très nombreux cas, contre l'UDR. Je dis, il y a un premier péril qu'il faut écarter. C'est le succès de la majorité avec les communistes. Celle-là, il faut l'empêcher de réussir. Avec les UDR, nous continuons, bien entendu, le combat. Il n'est pas question pour nous, quand vous parlez de tous les autres, de nous rallier. Il arrive que j'entende parler d'ouverture. Le mot ne correspond pas à ce que nous exigeons. Nous demandons un changement complet et profond de la politique française, une politique plus sociale, plus européenne, plus tournée vers les aspirations des hommes. Par conséquent, rien n'est changé. Je parle après le premier tour comme je parlais avant. Donc plus de suspense pour le mouvement réformateur. Monsieur Le Canuet vient d'être clair. Pas de désistement, des retraits, mais aussi des maintiens qui annoncent quelques triangulaires pour le second tour. Voilà l'ensemble de la chronologie, l'emploi du temps des trois groupes politiques qui restent en lice pour le second tour, Léon Zitrone, mais c'est demain soir seulement que l'on verra tout de même plus clair. Nous allons maintenant passer à un tout autre sujet, un très grave accident d'avion. 2 appareils espagnols se sont heurtés non loin de Nantes. Le premier a pu, gravement endommagé, atterrir à Cognac, mais dans le deuxième appareil, 68 personnes ont péri. Voici des images de RTF Nantes. 13h55, à la verticale de la Planche, une localité située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Nantes, des témoins entendent une explosion. Un DC-9 de la compagnie Iberia, qui assure la liaison Palma-Londres, vient d'exploser en vol. On repère alors des débris de l'appareil dans un rayon de 10 kilomètres. Un à un, les corps des victimes sont retrouvés espacés parfois de plusieurs centaines de mètres. 16h cet après-midi, on apprend qu'à Cognac, un autre appareil, un Coronado de la compagnie de charter Spantax, s'est posé en catastrophe sur l'aérodrome militaire. En fait, le DC-9 et le Coronado se sont heurtés en vol. L'un se rendait à Palma, de Palma à Londres, l'autre de Londres à Madrid. Le DC-9 semble avoir explosé aussitôt après l'atterrissage, après l'accrochage, tandis que le Coronado perdait un morceau d'aile, ce qui devait entraîner la mise à feu du réacteur gauche. Le pilote devait lancer un SOS, mais quelques instants plus tard, sous escorte militaire, l'appareil réussissait à se poser à Cognac. J'ai un certain nombre de communiqués à propos de cet accident. Le syndicat national des pilotes de ligne communique devant cette catastrophe qui endeuille le transport aérien dans le ciel français. L'ensemble des syndicats de pilotes de ligne renouvelle sa consigne de refuser de voler sous contrôle militaire, consigne qui sera automatiquement levée dès que le contrôle de l'espace aérien français sera normalement assuré par les contrôleurs civils. Une hypothèse sur la cause de cette catastrophe nous est fournie par un communiqué du ministère d'État chargé de la Défense nationale. Il semble qu'un décalage très net se soit produit entre les heures de passage annoncées par les 2 avions et leurs heures de passage réelles. Le contrôle aérien est intervenu pour donner au Coronado l'ordre de ralentir. Le commandant de bord a accusé réception de cet ordre, mais il semble qu'il ne l'ait pas appliqué. Il y aurait donc peut-être une erreur humaine de navigation et un communiqué vient de tomber du ministère de la Défense nationale et du ministère des Transports précisant qu'une commission d'enquête va être créée conformément à la réglementation de l'aviation civile. Les premières constatations sont actuellement en cours. Il semble en tout cas
que demain, la quasi-totalité des pilotes français va refuser de voler sous contrôle aérien militaire. Et de Londres, j'ai reçu un télégramme, une dépêche de l'AFP, 19h46, la compagnie britannique BEA, British European Airways, la BEA, a annulé tous ses vols vers la France jusqu'à nouvel ordre. Nous allons maintenant passer aux problèmes financiers. L'Europe se prépare à vivre une semaine chargée. Les ministres des Finances des 9 pays de la communauté se sont réunis à Bruxelles hier, vous le savez, pour définir une attitude commune face à la crise créée par le dollar. Ils ont reporté leur décision à dimanche prochain. Les marchés de change resteront fermés toute la semaine. M. Giscard d'Estaing a précisé pour nous le calendrier ainsi que les objectifs des prochaines rencontres fixées à l'issue de la réunion de Bruxelles. Jeudi, les réunions européennes pour faire le point de l'action européenne et pour préparer la conversation avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains. Vendredi, réunion à Paris de l'ensemble des principaux pays concernés et nous nous retrouvons ici dimanche pour en tirer les conclusions sur le plan européen. Et les marchés d'échange vont être fermés pendant la semaine, c'était d'ailleurs l'idée commune de tous ceux qui sont intervenus. Nous avons pensé qu'il fallait éviter toute improvisation dans ce domaine et qu'il fallait donc ne pas donner le sentiment que l'on retardait de jour en jour la réouverture du marché d'échange. Il est plus sage, compte tenu des travaux que nous avons à accomplir, que les marchés d'échange restent fermés cette semaine. Notre attitude consiste à défendre les parités telles qu'elles ont été établies il y a 15 jours, à la suite de la dévaluation du dollar. Ça consiste à demander aux États-Unis d'Amérique d'apporter leur contribution à cette défense des parités et donc de nous réunir avec eux pour en examiner les modalités et puis dans le même temps de préparer un dispositif européen qui permette du point de vue de l'Europe, d'amortir les éventuels mouvements spéculatifs qui voudraient désorganiser ce réseau de parité. Alors, le correspondant de l'agence France-Presse à Washington câble ceci en substance. Les États-Unis ne sont pas opposés à la réunion du groupe des 10 proposée par les pays de la communauté économique, mais on doute à Washington que les dirigeants américains soient prêts à aller au-delà d'une solidarité de principe avec leurs partenaires face à la dernière crise monétaire. Élection au Chili. La gauche, qui est au pouvoir avec M. Allende, le président, et la coalition d'opposition disent toutes les deux aujourd'hui qu'elles ont gagné les élections d'hier. Les candidats favorables à M. Allende, en effet, ont dépassé les 40%. C'est un pourcentage qu'aucun gouvernement n'avait obtenu au Chili depuis 20 ans. La coalition anti-M. Allende, elle, frise 57%, mais ce n'est cependant pas assez, d'après la constitution chilienne, pour forcer M. Allende à se démettre en engageant contre lui la procédure prévue par la dite Constitution. Salvador Allende était inquiet hier en se rendant aux urnes. Une défaite de son parti, voire une destitution constitutionnelle, n'était pas hypothèse à écarter. Les grandes difficultés économiques et financières, une opposition farouchement unie, ces facteurs ne l'encourageaient guère à un optimisme exagéré. Aujourd'hui, avec plus de 40% des voix, après des élections dont le déroulement a été très calme, Allende est soulagé. La relative victoire de son parti lui permet de poursuivre son expérience socialiste. L'opposition démocrate chrétienne et conservatrice, dont le leader est M. Eduardo Frei, l'ancien président du Chili, n'a pu obtenir la majorité des 2/3 tant à la Chambre qu'au Sénat. Ainsi, l'unité populaire, en ayant amélioré son score au Parlement, permet à Salvador Allende de bénéficier toujours de son droit de veto. Veto dont il aura encore besoin devant des chambres hostiles à sa politique. Ces élections ont fait apparaître que le bloc de l'opposition représente une force considérable avec ses 60%, bloc avec lequel Allende devra compter. Pourtant, il semble aujourd'hui que cette coalition peut se désunir et le parti chrétien-démocrate pourrait bien glisser sur sa gauche et s'allier à l'unité populaire, permettant ainsi à Salvador Allende de se dégager de l'intransigeance des mouvements d'extrême gauche. Les élections présidentielles de 1976 seront la prochaine étape de l'expérience socialiste du président Allende. À Rome, au Vatican, le pape Paul VI a créé 30 nouveaux cardinaux. Autrement dit, il leur a remis le chapeau, matérialisant ainsi les décisions qu'il avait prises le mois dernier. Parmi les nouveaux princes de l'Église, comme on dit,
Monseigneur Guyot, évêque de Toulouse, et Monseigneur Paul Philippe, attaché à la curie romaine, c'est-à-dire au gouvernement de l'Église. 2 Français donc. De Rome, les commentaires de Philippe Rochaud. À vous, Rome. Ce consistoire, le premier depuis 4 ans, est un événement capital dans l'histoire de l'Église. D'abord par la nomination de ces 30 nouveaux cardinaux qui vont porter à 144 le nombre des membres du Sacré Collège et surtout par les décisions importantes qui ont été annoncées ce matin par le pape Paul VI et qui concernent notamment l'élection du souverain pontife. Le souverain pontife a en effet profité de cette cérémonie, simplifiée au maximum, pour annoncer une réforme du conclave. Désormais, les électeurs du pape ne pourront pas être plus de 120. Avec l'arrivée des 30 nouveaux cardinaux nommés ce matin, ou plus exactement 29, l'archevêque de Barcelone étant absent, le Sacré Collège compte 116 membres de moins de 80 ans et pouvant donc élire le pape. À cela vont s'ajouter maintenant les patriarches orientaux, et c'est un événement important qui, dans l'esprit du pape, marque l'unité des 2 églises, latine et orientale. Mais l'arrivée de ces nouveaux cardinaux bouleverse surtout la géographie du Sacré Collège. Chose inhabituelle, il n'y a que 8 Italiens nommés à la dignité cardinalice. On compte aussi des Américains, des Japonais et 2 Français, Monseigneur Guyot, archevêque de Toulouse, et Monseigneur Philippe. Mais pour la première fois, des évêques du Congo, du Kenya, du Pakistan, des Antilles et des îles Samoa ont reçu ce matin la barrette, le chapeau de cardinal. Le pape a voulu ainsi marquer les étapes de ses voyages à travers l'Afrique et le tiers-monde et surtout accentuer l'universalité du Sacré Collège. Le choix des personnes montre aussi l'équilibre que le souverain pontife veut maintenir entre le réformisme et la tradition, toujours dans l'esprit de Vatican II. Sport, j'en viens à l'affaire de l'équipe de France de ski. Vous vous souvenez qu'elle avait été dissoute après les incidents des championnats de France à la Foudalos. Eh bien, le conseil de discipline de la fédération, en retrait un peu sur la décision des entraîneurs nationaux, a pris une mesure d'apaisement, suspension de 15 jours, c'est-à-dire qu'elle sera levée le 9 mars. Merckx, Eddy Merckx, le plus grand coureur cycliste de l'époque actuelle, courra le Tour d'Italie, il courra le Tour d'Espagne, mais il a renoncé à participer au Tour de France, la grande épreuve de nos confrères, l'équipe et le Parisien libéré. En effet, il a dit qu'il ne pouvait pas courir les 3 grands tours dans une même saison, d'autant plus qu'il sera au départ de toutes les classiques. Alors, il est évident que l'absence de Merckx, ma foi, c'est ennuyeux, mais cela rendra l'épreuve du mois de juillet encore plus passionnante parce qu'on ne connaîtra pas le vainqueur dès avant le départ. Le premier DC-10 vient d'arriver au Bourget, c'est l'un des 4 gros transporteurs commandés par l'UTA. Il est venu de l'ouest des États-Unis, de l'Arizona pour être précis, à la moyenne de 1000 à l'heure ou à peu près. L'avion est prévu pour transporter en pleine charge plus de 250 passagers, me semble-t-il, Gérard Dupuis. Exactement 271 personnes qui pourront voyager à bord de ce nouveau tri-réacteur qui mit un peu plus de 9 heures pour franchir les 1000 km séparant Tucson de Paris. D'une conception un peu inhabituelle, cet avion est destiné au vol longue distance puisqu'il peut franchir des étapes de 6 à 8000 km. En version haute densité, il pourra emporter 307 passagers à qui 10 stewards offriront les habituels bonbons du décollage. 6 autres appareils ont été commandés par la compagnie française. Le premier entrera en exploitation courant mars sur les courriers à destination de l'Afrique. Quant à la prise en main de l'avion par les pilotes, elle s'effectuera sous le contrôle des commandants Norloff et Vierling qui ont effectué leur entraînement en Arizona. On a d'abord fait un entraînement sur simulateur, une quarantaine d'heures, dont 8 heures en statique et 32 heures en vol, et sur la machine une moyenne de 6 heures. Le DC-10 c'est un appareil moderne et doté d'un certain nombre d'équipements intéressants, je crois. Actuellement, c'est certainement l'avion le plus moderne des avions de transport. Un avion excessivement sophistiqué, surtout au point de vue et de pilotage et à la navigation. Plus de confort, mais aussi beaucoup moins de bruit. Vous allez l'entendre en écoutant des enregistrements sonores réalisés dans les mêmes circonstances. Vous entendrez en premier un jet long courrier et ensuite le DC-10, tout d'abord lors d'un décollage, ensuite lors d'un passage à faible altitude. Une dépêche, toujours en grève, les aiguilleurs du ciel, toujours en grève, nous avons dit pourquoi et comment, les aiguilleurs du ciel comptent sur la médiation de M. Antoine Pinet.
Et nous terminerons cette édition avec l'automobile. Est-ce une gageure, oui ou non, que de vouloir proposer sur le marché français un modèle qui roule à 250 km à l'heure? C'est la question que Stéphane Collaro est allé poser en 4e vitesse, naturellement, à Guy Ligier. « 247 km/h, 27 secondes au kilomètre départ arrêté, 195 chevaux. Avec son nouveau moteur Maserati 3 litres, la Ligier JS2 est la plus rapide des voitures françaises de production actuelle. Grand touriste de prestige dans la lignée des Bugatti et autres Delahaye, elle restera hélas à 74 500 francs, un rêve inaccessible pour la plupart d'entre nous. Tenue de route fantastique, confort plus qu'honnête, excellente finition, la voiture possède d'incontestables qualités. Elle est désormais produite en petite série dans les ateliers de Guy Ligier à Vichy, au rythme d'une douzaine de voitures par mois. Il lui reste bien sûr à s'imposer sur un marché difficile et marginal où règnent les Ferrari et surtout les Porsche. Sans l'appui d'un grand constructeur, c'est une tâche apparemment impossible. Mais Citroën vient justement d'annoncer que les Ligier seraient désormais distribués et entretenus par un certain nombre des concessionnaires de son réseau. Pour Guy Ligier, ex-champion du volant, cela pourrait constituer le véritable point de départ. Il est évident que 250 km/h, c'est intéressant de pouvoir le faire, mais je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir rouler par exemple sur une autoroute à 220 ou 200 km/h de moyenne, dans une meilleure sécurité qu'une voiture banale à 150 km/h. C'est ce que je pense. Alors je crois que de plus en plus on tend à banaliser la voiture en moyen de transport en France, et moi j'ai recherché à construire une voiture que les gens aiment conduire. C'est surtout ça. Hein. Il y a toujours des gens qui sont amoureux des belles voitures. Absolument, et puis même les gens qui ne peuvent pas se l'acheter, c'est ce qui me fait plaisir en définitive. Et puis pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez, l'Allemagne a bien sa Porsche, l'Italie a bien sa Ferrari, pourquoi la France n'aurait pas sa voiture de sport? Je crois que c'est une tradition. Un chiffre encore, mais il est très important et je reviens aux élections. Nous vous avons dit tout à l'heure, c'était une erreur de frappe, 37,74% pour l'URP. En réalité, c'est 34,74%. 34,74%. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.